Et voilà, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour messieurs, dames. Bienvenue pour ce webinaire concernant un sujet très important et qui est une vraie problématique pour les chefs de projet. Comment bien démarrer un projet? On va passer 1 heure aujourd'hui ensemble pour parler de ce sujet et surtout, on va le faire avec un certain nombre de personnes qui vont nous faire le plaisir de partager leur expérience sur ce point-là. Le dérouler un peu, comment on va se passer ce webinaire, ben, on va échanger pendant 40-50 minutes autour de cette thématique et puis on garde pardon, 5-10 minutes à la fin pour les questions-réponses. On a Chloé qui est avec nous, qui de toute façon, dans le cadre de la conversation là qu'il y a sur ce webinaire, vous pouvez poser vos questions et elle fera l'intermédiaire et elle nous posera les questions en fin de séance. Donc, n'hésitez pas, mais soyez pas surpris, on ne va pas y répondre en live, on y répondra en fin de séance. Donc, de quoi on va parler? Ben, on va parler du fait que c'est juste super important de bien démarrer un projet, partager pourquoi c'est tellement important et également partager les pratiques et l'expérience par rapport à ça. Et c'est pour ça, c'est le moment de vous présenter les personnes qui nous font le plaisir d'être avec nous. Ben, on se base sur des gens qui connaissent bien le sujet. Et donc, nous avons avec nous, alors on va avoir un petit slide qui va mettre les noms des personnes. Alexandra, Olivier, Vincent, Jérémy, que je vais laisser tout simplement se présenter. Alexandra, je vous laisse la main. Bonjour, Alexandra Barthélemy, donc je suis responsable du pôle application métier au service informatique à l'INSP et on utilise Goutti depuis maintenant une grosse année, on va dire. Olivier. Bonjour à vous, je suis Olivier Crellero, je travaille au sein de la ASP LGEM, donc c'est une société qui a pour but de gérer tout ce qui est activité ferroviaire pour la région Grand Est. Et comme expérience, j'ai travaillé plus d'une vingtaine d'années chez des équipementiers automobiles. On a également Vincent qui est avec Oui. nous. Bonjour à tous, donc Vincent Longuepé, moi je suis chef de projet chez Axience, qui est un intégrateur réseau du groupe Vinci. Donc je m'occupe de tous les sujets de nos pôles santé et éducation recherche. Et Jérémy. Bonjour, donc moi c'est Jérémy Ganis. Je suis chef de projet à l'INSP. J'ai été piqué par la gestion de projet par Christian, puisque c'est lui qui m'a donné mes premiers cours il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, nous je travaille donc dans le service d'Alexandra. On est un établissement public. On a essentiellement des projets entre le métier, le SI et l'organisationnel. Enfin, on travaille beaucoup avec les applications métiers. Et voilà. Très bien. Ben, merci encore une fois de votre temps et de participer et d'échanger avec nous sur ce sujet. Ben, on va tout de suite commencer. Tout simplement en introduisant un peu pourquoi c'est tellement important de bien démarrer. Souvent, hein, on l'a peut-être tous vécu, j'allais dire, en début de carrière dans le métier de la gestion de projet. On a un projet, on a un projet, on va se jeter sur le planning et c'est pas forcément le bon réflexe à avoir. Donc là, je vais poser finalement ma première question. Je vais proposer de commencer avec Olivier. Finalement, pourquoi c'est si important de bien démarrer un projet et qu'est-ce que ça va apporter concrètement de bien démarrer un projet? Olivier, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est assez important quand on démarre un projet, en fait, c'est pour amener concrètement de la clarté, de la sérénité, on va dire. On se rend compte bien souvent que ça travaille un petit peu en silo dans les entreprises. Et il est important en fait de pouvoir mettre en avant ce projet, de le partager avec la majorité des personnes, au moins les hiérarchiques, pour qu'ils soient bien embarqués dans la société et bien définir ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire
et comment on va le faire. Parce que souvent, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas la bande passante en termes de ressources, on n'a pas le cahier des charges complet, ce genre de choses. Et on commence avec un certain aléa, et forcément, derrière, au cours du déroulement du projet, ça va venir nous impacter avec toutes les conséquences néfastes qu'on pourrait avoir. Ouais, carrément, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, Alexandra, vous aviez aussi des choses à partager par rapport à ça, sur l'importance de bien démarrer. Oui, comme Olivier, c'est vrai que la clarté, c'est important. Nous, ce qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est déjà de sensibiliser les utilisateurs en amont, ceux qui vont nous accompagner dans le projet. On a monté un petit kit de méthodologie de gestion de projet pour leur rappeler quels vont être les principaux acteurs, quel est leur rôle. On leur montre également comment ils vont faire pour nous faire remonter des demandes et quels seront les processus qui seront liés. Donc voilà, on les sensibilise en amont et ensuite, quand ils arrivent sur la réunion de lancement, ils ont quand même déjà une grande idée. Donc on ne démarre pas la réunion de lancement de zéro, il y a vraiment eu des échanges en amont. Et ça nous semble assez important. Et ensuite, on les met vraiment, donc voilà, il y a les gouvernances, elles sont expliquées en amont. Et ensuite, on leur demande de compléter systématiquement avant les projets des fiches d'expression de besoin sur lesquelles on va échanger en amont. Donc, quand on arrive en réunion de lancement, quand on lance le projet officiellement, les choses sont déjà bien établies et sont déjà claires pour toutes les parties prenantes du projet. Ce point-là de préparation en amont, c'est peut-être le slide juste avant, Chloé, si j'ai bien compris. Voilà, ce point, ce processus de validation d'une demande, donc il est opéré comment? C'est-à-dire qu'on va avoir, voilà, j'ai une demande et je vais respecter ce process. C'est ça, la demande arrive, donc elle peut être légitime ou non. En tout cas, elle arrive tout au fil de l'année. On n'a pas de parti pris. Toutes les demandes, on les reçoit. Nous, on les passe en revue bimensuelle. On fait une revue projet avec notre secrétaire général et toute l'équipe des chefs de projet. On regarde si on a toutes les informations dans la fiche. Cette demande, on voit si elle est légitime ou non, si elle est recevable. Alors, on la saisit dans Gouti, dans le portefeuille Gouti, au statut non validé. Et ensuite, en fonction de son degré d'urgence, on la fait valider en CODIR, et on en a un par semaine, ou en CODIR numérique, si c'est moins urgent, de manière trimestrielle. Et là, il rentre vraiment dans la méthode au projet telle qu'elle, donc avec une réunion de lancement, enfin, toute l'analyse, toutes les recherches, réunion de lancement, puis des comités de suivi de projet CSP, avec tous les copies, etc. également. Mais voilà, vraiment la partie purement projet, elle est menée avec des comités de suivi de projet. Alors ce processus, hein, il est super intéressant et moi qui ai la chance de pouvoir pas mal échanger avec nos clients, ben ce processus tel que vous le décrivez, on le trouve finalement dans pas mal d'organisations, avec ben voilà, la spécificité de chaque organisation, selon les métiers, selon la typologie de projet, mais finalement, cette logique-là de processus de validation d'une demande qui amène ou pas à un projet, eh ben c'est des choses qu'on va retrouver assez systématiquement, voire que bah, justement dans les organisations qui veulent amener un peu de process au niveau du projet, le mettent en place, parce que bah, voilà, c'est un vrai sujet, hein, ce côté, à un moment donné, il y a un projet, comment est-ce qu'il arrive, comment est-ce qu'on valide qu'on va faire le projet. Donc c'est super intéressant ce que vous partagez avec nous, Alexandra. Euh, Vincent, qu'est-ce que vous en dites, vous, de votre côté, sur l'importance de bien démarrer? Donc, c'est vrai que nous, contrairement à Alexandra et Jérémy, on n'a pas de projet métier, c'est des besoins clients qui nous sont amenés. Donc, dans le process côté Action, c'est vraiment le commercial qui va travailler avec son client pour définir le projet. Donc, une fois que c'est vendu, après, le sujet arrive chez nous. Et là, l'importance de bien démarrer le projet, c'est très simple.
Pardon, c'est très simple. L'équipe technique doit être informée et au courant de ce qu'elle doit réaliser. On a côté projet, on gère des budgets d'affaires, donc on gère des heures, on gère pas d'euros chez nous. Donc on doit s'assurer que les missions sont bien comprises par tous et qu'on ne doit pas justement dépasser ce qui a été vendu. Donc côté lancement projet de notre côté, bah, c'est vraiment l'occasion de rebalayer l'ensemble du sujet. On pose le cadre, on redéfinit le périmètre du projet, on réaborde et on valide les objectifs qui sont définis en commun avec le client. Et enfin, on s'assure que tout le monde au sein des équipes, autant client que Internaxions, soit bien informé et bien compris sa mission. L'objectif de la réunion de lancement, c'est vraiment de rebalayer tout ce qui a été vendu, tout ce qui a été échangé, et que le sujet soit clair pour tous. Ce qui est très intéressant là, qui vient d'être dit, c'est qu'on se rend compte, finalement, on a des métiers très différents, des organisations très différentes. Et voilà, aucun de vous a eu de difficulté à exprimer pourquoi c'est super important, hein. Donc on est bien sur un sujet transverse, quels que soient les métiers, quelle que soit la typologie de projet, de cette importance à bien démarrer. Alors, évidemment, là, on va profiter de l'expertise qui est autour de la table, et après, on viendra sur des sujets de conseils, des best practices que vous allez pouvoir échanger avec nous. Mais avant qu'on parle de ça, c'est aussi intéressant de se poser la question, ok, finalement, c'est quoi le problème, quoi, hein, si on fait un mauvais démarrage, c'est quoi le problème? Quel problème peut apparaître en cas de mauvais démarrage? Et donc, on va continuer de partager avec nos intervenants et potentiellement aussi avec leur expérience vous verrez, on va avoir des retours d'expérience. Jérémy, qu'est-ce que vous en dites? C'est quoi le problème? Quels problèmes peuvent apparaître? C'est quoi le problème si on si on démarre mal un projet? C'est quoi le problème? Alors, un des problèmes, moi, que je rencontre souvent, c'est peut-être la divergence de vision entre les différentes parties prenantes. Alors, cette divergence, elle peut être invisible au début, et c'est bien ça le piège, en fait. Au début du projet, tout le monde dit oui au projet, donc on le démarre, et en fait, on s'aperçoit vite que chacun a sa propre définition du sujet dans la tête, et forcément, il faut aligner tout le monde. Un exemple clair, on travaille par exemple sur un projet de référentiel unique de MDM à l'INSP. Concrètement, hein, chacun a sa vision, donc la direction vise plutôt à un gain de productivité. Nous, côté DSI, on souhaite mettre en place un outil maintenable et sécurisé. Les utilisateurs, eux, ne veulent pas trop être brusqués et souhaitent conserver un maximum leurs habitudes. Et on a le sponsor, bien sûr, qui tient à son budget et qu'il faut absolument le respecter. Donc, quelque part, le rôle du chef de projet, hein, c'est de proposer justement et de mettre à plat cette vision commune, les livrables, ce qu'on va livrer à quel moment, etc. Et c'est aussi d'essayer de réconcilier un peu ces différentes attentes. Et vraiment, sans cette mise à plat au démarrage du projet, on peut se retrouver quelques mois après le démarrage dans des situations assez critiques, avec des premiers livrables qui correspondent en fait à personne, enfin, qui ne sont pas vraiment validés. Et donc, il est important que le chef de projet pose vraiment toutes ces bases au début, mette tout clairement sur le tapis pour éviter de tomber dans ce type de travers. Très, très intéressant. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce que vous dites, finalement, hein, sur notre démarrage au début, c'est le moment c'est maintenant qu'il faut les créer, nos conflits, là, se mettre d'accord. Ouais. On a des incompréhensions, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas quand on sera en plein dans le delivery. Donc, effectivement, tous ces points-là, c'est assez normal que dès ce démarrage, on peut avoir des incompréhensions, des divergences, tout à fait. Voilà, c'est maintenant qu'il faut les traiter.
C'est ça, Euh, il faut pas que ça reste silencieux, quoi. Il faut vraiment ouais, défendre un exactement, accord et discuter. exactement. Sinon, de toute façon, ça va nous péter la figure plus tard. Ouais, c'est ça. Vincent, qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Alors nous, en exemple de cause d'un mauvais démarrage, ce qu'on voit régulièrement, c'est tout simplement une méconnaissance des tâches ou des objectifs pour nos intégrateurs. L'expert pense savoir ce qu'il doit faire, sauf qu'il n'a pas été il n'a pas été briefé par son chef de projet, le commercial, où il n'a pas vraiment échangé avec le client, qui va se lancer de tête bêche, bien motivé comme il faut, et pile poil à côté de la plaque, c'est pas du tout ce qui était attendu. Donc là, ce qu'on observe, c'est ça va être du surcoût, ça va être de la perte de temps, donc des retards potentiels. Euh, L'objectif, c'est vraiment, comme on vient de le dire, c'est tout remettre à plat, échanger, bien que ce soit clair pour tout le monde, autant au niveau des missions, et je parlais de retard, autant au niveau des plannings, parce qu'un point essentiel qu'on aborde, nous, côté réunion de lancement, c'est les contraintes en temps pour tout le monde. Parce que voilà, nous, on n'a pas qu'un seul sujet, on a une équipe, donc les contraintes personnelles, les vacances, les contraintes du client, parce que notamment en santé, il y a on travaille beaucoup avec d'hôpitaux qui passent des certifications, donc il y a des périodes où on ne touche à rien du tout. On traite des universités, donc à la rentrée, on ne touche à rien du tout. Donc tout ça fait que les plannings, entre ce que nous, on va proposer à la réunion de lancement, on propose toujours un planning V1, et le planning final fait qu'on est vraiment, on a deux, trois versions et des évolutions en cours de route. Donc ça, c'est très très important de le cadrer parce que sinon, on va se retrouver avec des projets qui vont durer pendant des années, des années, des années, qui ne sont pas suivis, où personne ne sait où on en est, personne ne sait plus ce qui était demandé à la base. Donc c'est des projets sans fin, des spirales où on est embarqué, il y a des choses qui se rajoutent à chaque fois. Donc si ce n'est pas cadré, si les objectifs sont pas clairs, pour nous, c'est des projets où on ne sait pas les clore, parce qu'il y a toujours des demandes complémentaires. La demande initiale n'était pas très claire, l'objectif atteint, il est plus ou moins là, mais c'est pas tout à fait ça. Donc il y a toujours des choses qui viennent se rajouter, et là, c'est infernal. Donc ça, c'est vraiment le genre de problème qu'on peut constater avant qu'on mette en place la structure projet. Et on s'en sort beaucoup mieux maintenant. C'est vrai qu'on se laisse un peu moins embarquer. C'est vrai que là, on est sur quelque chose d'assez classique, j'allais dire. Ce côté des projets sans fin. Qui n'a pas rencontré dans son expérience ce genre de choses, le projet sans fin. Et c'est souvent ça. C'est-à-dire que finalement, c'est compliqué de dire c'est fini quand on n'a pas dit ce que c'est. Vu que on n'a pas dit ce que c'est, donc on ne peut pas considérer que c'est fini puisque le cadre est pas clair. Olivier, je sais que vous avez des expériences que vous voulez partager avec nous sur ce sujet des difficultés d'un mauvais démarrage. Alors, par rapport à ce qu'on doit embarquer quand on commence un projet, effectivement, moi j'ai donné deux exemples. C'était le premier, c'est la théorie du chaos, l'effet papillon. On avait embarqué quand je travaillais dans l'automobile pour un premium allemand, un cahier des charges qui était incomplet. On devait fabriquer des petites poignées de porte pour tirer sur une serrure. Et la donnée qu'on n'avait pas, c'était quelle force de tirage on doit avoir pour actionner cette serrure. On était parti par exemple sur 10 newtons, on a fait notre proto, on a eu la valeur de tirage un an après, c'était pas 10, c'était 20. Donc ça nous a cassé notre phase proto, on a dû en refaire une deuxième. Et là, vous êtes dans le dur, hein. Dans l'automobile, le SOP, c'est le 1er juin, c'est pas le 30 mai, c'est pas le 2 juin. Donc c'est un mur temporel que vous ne franchissez jamais. Donc vous pouvez vous y coller, mais la charge de travail est fait comme ça, elle devient asymptotique et au final, c'est vous qui passez vos jours et nuits. Cette force de tirage, moi j'allais toutes les semaines voir le client et je lui demandais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Et je l'ai eu un an après. Donc là, on aurait dû dire en fait, on connaît pas, on démarre pas. Parce que sinon, on va se le prendre dans la tête et c'est ce qui est arrivé. Et j'ai donné un deuxième exemple quand je travaillais pour un fabricant d'électricité industrielle. C'était la définition de la stratégie et des objectifs que vous, en tant que chef de projet, vous allez embarquer. Ça vient pas de vous, ce qu'il y a à faire, ça vient d'au-dessus. Ils se sont mis d'accord entre eux. Donc là, c'était le département marketing, le département R&D, tout ce qui était production, qui s'était dit on va renouveler une gamme de produits parce que notre gamme, elle a 10 ans, 15 ans.
Dans l'électrique industrielle, ça avance pas vite. Effectivement, il fallait la renouveler. On est parti avec un ampérage entre 100 et 800 ampères pour faire 4 classes de produits et on va attaquer l'UL, c'est le marché américain. On est parti là-dessus. Puis au bout de 6 mois, ils sont revenus en disant: ah non, finalement, c'est pas 100-800, ça va être 100-600 et c'est pas l'UL qu'on va attaquer, c'est l'Europe. Et là, du coup, bah, on a tout cassé. On a perdu l'équipe. Moi, j'ai perdu l'équipe technique. Je me suis pris dans les dents, mais tu sais pas ce que tu veux, en fait. Et pour les ramener, je peux vous dire que ça prend du temps. Donc, il faut vraiment être clair sur cette stratégie que vous embarquez, parce que vous n'êtes qu'une résultante, en fait, et puis être sûr que ça a bien été réfléchi. Donc, les données techniques, est-ce qu'il n'y a pas un petit trou dans la raquette qui va potentiellement devenir un souci? Et au niveau stratégie, vraiment être sûr qu'on est bien d'accord sur ce qu'on va faire et comment on va le faire. Parce que ce que vous dites, Olivier, ça recroise avec ce qu'on a dit avec Jérémy, hein, c'est que bah là, typiquement, hein, sur ces expériences, vous en montez bien le point, hein, c'est qu'à un moment donné, ben voilà, on va créer un conflit. Ok, il y a un problème et on va pas faire semblant. Et ça crée du conflit. Et ça fait partie de cette phase de démarrage. C'est à peu près sûr que dans n'importe quel projet qui démarre, à un moment donné, il y a des choses conflictuelles. Alors, conflit, ça ne veut pas dire qu'on se crie dessus, hein. Ça veut dire qu'il y a des choses où on n'est pas d'accord et il faut qu'on trouve une solution commune, un point commun pour avancer. Mais il y a une divergence, comme l'avait dit Jérémy. Moi, je sais, juste pour partager un petit peu aussi mon expérience, c'est que on peut aussi avoir tendance à ne pas rentrer dans ces conflits parce qu'on veut préserver une forme de bonne entente dans l'équipe. Faut pas mélanger les sujets, quoi. C'est-à-dire que rien n'empêche de gérer calmement un conflit sans pour autant créer des conflits humains. Là, on est sur des choses ensuite très cognitives. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur de ça pour bien démarrer un projet. Alors, maintenant, je vous propose de passer au conseil. Voilà, on a des gens expérimentés, profitons-en. Euh, comment concrètement on peut aborder un lancement de projet. Donc, Alexandra, je vous propose, je sais que vous avez préparé quelques slides là-dessus, de nous partager votre expérience sur le, sur le conseil, les conseils pour concrètement bien lancer un projet. C'est vrai que sur le conseil, alors ça va être un peu bateau, mais ça va être avoir un vrai go, avoir un process, on y revient, mais vraiment avoir établi dans le go qu'ils sont d'accord sur ce qui est au niveau du cadrage, du déroulé. Voilà, on veut vraiment avoir un cadrage, quitte à le retravailler encore là, mais à partir du moment où on sort de la réunion de lancement, où on sait que le projet il démarre, ça doit être le plus clair possible. On aura forcément oublié des choses, c'est normal, c'est humain, et on peut avoir une vision complète sur des projets qui sont très gros, mais avoir le maximum d'informations aux besoins. Voilà, si on a des informations vitales qui rechangent au bout de 3 mois, ben on aura perdu tout ce temps-là et on perdra les gens en route. Donc être le plus clair possible au niveau du cadrage des objectifs et des livrables qui seront attendus. Bien sûr, le planning qui sera important aussi. En général, au lancement, on a au moins un macro-planning qui s'affinera et qui pourra un petit peu bouger sur les aspects micro, mais le macro-planning doit quand même être ici. Donc voilà, avoir ceci, le soumettre, avoir la décision de lancement et y aller vraiment quand le go, il est sur tous ces points-là de l'équipe projet complète. Je crois qu'il y a encore une slide. Il y a Je vous laisse peut-être un petit peu l'expliquer un tout petit peu plus dans les détails. Là, c'est un exemple donc de l'étape de préparation de la soumission, hein, c'est ça? C'est ça. Donc là, on est vraiment sur comment nous, on le gère au travers de Goutti. On en est même jusqu'au niveau de quel statut a notre projet sur ces étapes préparatoires pour être sûr de tous être au même niveau d'information et de savoir où on en est. Donc c'est vrai que le projet, quand il est créé, son statut brouillon par défaut, on a le nom, on a la date de lancement qu'on estime,
On a la quantification du nombre de jours à passer par les métiers, par la SI, les sponsors, etc. On a à peu près une idée des plannings, etc. Ensuite, on le prépare pour la soumission au niveau du cadrage. Donc là, on va le passer vraiment en pré-projet. La charte doit être la plus claire possible. On commence vraiment à rentrer dans les durées avec des estimations de plus en plus proches. Le coût estimé, là, est important. Voilà, le contexte, les justificatifs, les bénéfices, les objectifs doivent être décrits à ce moment-là. Donc, voilà, quand on va arriver dessus, on aura vraiment tous ces points-là qui seront le plus clair possible. Pas à 100%, on n'y sera jamais, sinon on ne se lancera jamais. Donc, il faut toujours aussi trouver ce curseur de j'y vais, même s'il me manque encore une ou deux informations, mais ces informations, je les ai en tête, je sais que je les aurai assez rapidement. Et puis, bon, on ajustera, mais vraiment avoir un maximum d'informations dès le début. Et ensuite, on n'a pas mis les slides, mais on le découle comme ça dès qu'on le passe en statut projet dans l'outil. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on avait fortement travaillé avec Christian après quelques mois d'usage de l'outil, où des fois on n'était pas tout à fait en phase sur ce qu'on avait dans l'outil et ce qui était la réalité du projet. Et avoir refait une demi-journée de travail avec Christian sur ces écarts nous a permis de re-rentrer vraiment dans le process complet et d'avoir chaque étape qui correspond à un statut et à des parties renseignées dans l'outil pour les chefs de projet. C'est ce qui est aussi super intéressant là, dans la démarche que vous partagez, c'est qu'on a ici quelque chose qui permet d'avoir, c'est quand même suffisamment précis pour que moi qui dois soumettre une demande, je sais ce qui est attendu. Et c'est ce que moi, j'appelle souvent le minimum attendu, le minimum qui doit être fait, parce que là, ce que vous présentez, je suppose que voilà, vous n'allez pas interdire à un chef de projet, vous avez dit par exemple, il faut au moins un livrable, bon, celui qui va arriver, qui l'aura un petit peu plus détaillé, c'est pas un problème. Mais on explique le minimum, donc on a un cadre là, très clair, sur ce qui doit être préparé, et qu'en face, on ait un chef de projet junior ou un chef de projet expérimenté, les deux, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ce point-là, c'est en quelque sorte une sorte de forme de règle, de règle du jeu. Et le point aussi, si je peux permettre juste un petit commentaire qui est important en termes de conseil dans le rôle de celui qui va préparer ça, c'est de ne pas être bloqué par quelque chose une information manquante. On va toujours avoir des choses pas claires. Là, justement, on est en train d'expliquer qu'on a un cadre, c'est relativement macro ce qui va être demandé, ce qui fait qu'on ne va pas forcément être bloqué sur des choses potentiellement manquantes. On va l'expliquer potentiellement qu'il y a des choses importantes enfin, si c'est important et s'il y a des choses importantes manquantes, ça va être bloquant. Mais voilà, il peut y avoir des choses moins importantes, mais on a pris des hypothèses. Et tous ces points-là, on va pouvoir avancer avec ça et soumettre cette demande. Vincent, je sais que votre côté aussi, vous avez des choses intéressantes à partager, des conseils à nous donner sur le lancement du projet. Oui, tout à fait. Nous, on s'appuie beaucoup sur Gouti. Justement, je trouve que l'outil est extraordinaire pour cette partie-là. Donc nous, au lancement du sujet, je reprends chaque point de la charte projet de Gouti. Je me suis allègrement inspiré de ce qui était fait et en fait, je construis mes lancements autour de ces chartes et des thèmes de ces chartes. Et donc, une fois que la réunion de lancement est finalisée, je réintègre tout dans Gouti. Alors là, c'est un exemple du document. Alors, je l'ai anonymisé, donc il y a pas mal d'éléments, pas mal d'éléments qui sont pas consultables, mais voilà, ça donne un petit peu une idée. Donc on retrouve la présentation du projet, donc d'où vient ce projet, quel était son contexte de base. Donc on reprend un petit peu l'historique côté client, ce qui a été fait auparavant, pourquoi ce besoin est arrivé, qui est détaillé dans la partie justification de business. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir le contexte, d'où est-ce qu'on vient. Ensuite, on a dans la description, on va détailler un petit peu ce qui est attendu, ce qui a été vendu côté commerce. Donc, les différentes tâches et on définit les objectifs qui sont juste au-dessus. Déjà, tout ça, ça permet pour
quelqu'un qui est extérieur au projet. On lui met à dispo ce document-là et il a une idée très claire de ce qui se passe, ce qui se passait et ce qui va se passer. Ensuite, ça c'est plus côté client pour qu'il puisse se référer. On va voir la partie livrable, donc nous ce qu'on va lui devoir, à quelle date, estimée. Alors là, bon, bah, du coup, le document n'a pas été complété dans son ensemble, les dates de livraison n'ont pas été renseignées. Ça, c'est malheureusement un de mes défauts, c'est que j'oublie de mettre les dates. Je livre, mais j'oublie de mettre les dates. Et côté risque et contraintes, ça, c'est un vrai travail de fond en amont du lancement, c'est qu'on puisse justement se dire bah, qu'est-ce qui peut mal se passer. Alors côté infra, on a toujours les mêmes projets, les mêmes problèmes, c'est du risque humain, du risque matériel et bah, du retard notamment. Donc on essaie vraiment d'apporter des réponses à ces quelques risques-là. Ensuite, ce qui est intéressant aussi avec Gouti, c'est que bah, tout ça est évolutif. Si en cours de projet, bah, il y a des nouvelles choses qui apparaissent, on vient le renseigner, on fait des mises à jour. On a une gestion du changement aussi qui est très intéressante. Donc la charte projet va nous permettre de poser le contexte du sujet avec ce qui a été défini en réunion de lancement. Donc ce document-là, moi, donc, une fois qu'il est complété, je l'envoie au client suite à la réunion de lancement. On le signe tous et c'est la base du projet. Ensuite, si il y a des demandes complémentaires qui ne sont pas inscrites dans cette charte projet, bah, justement, on va aller travailler sur les changements. Donc ça, c'est vraiment, ça pose le cadre. Si c'est pas dans ce document-là, on en discute, on définit les impacts, on étudie un petit peu le besoin, les surcoûts, et après, bah, ça passe en comité de pilotage. Est-ce qu'on a un go ou est-ce qu'on a un no-go? En complément de ce document de charte de projet, on a, j'ai pas communiqué, mais on a un document de plan de charge. Donc ça, c'est vraiment les deux documents que nous, on a à l'initialisation du projet. Donc on reprend les objectifs, on va redécouper par tâche. Et là, on va essayer d'être assez précis avec les équipes techniques et on met un quantitatif jour, heure en face. Et ça nous permet de constituer le planning. Donc bah, par rapport à un objectif défini, on redécoupe en plus petites tâches. Et bah, après, ça nous donne notre Gantt, notre planification. Et bah, tous ces éléments-là sont partagés et accessibles aux clients. On travaille souvent avec les clients, on leur donne des droits de lecture sur les fiches projets, et donc ça leur permet de voir l'évolution du sujet sur Gouti en direct, sans forcément passer par nous. Alors ça va être des droits de visu assez restreints, mais au moins ça permet d'avoir un petit peu comment se passe le sujet. Voilà. Ce qui est certain, c'est que ce travail-là que pardon, que le chef de projet va faire là, d'organiser la rédaction, la complétion de cette charte projet, bah, elle fait le job, hein. C'est-à-dire que quand on lit ce document, j'ai compris ce qu'est le projet. Et là, comme l'exemple que vient de nous montrer Vincent, là, on n'est pas en train on n'est pas dans le déroulé du projet, on n'est pas en train de travailler sur le planning. À ce stade-là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ensuite, il y a un deuxième point dont parlait Vincent, mais voilà, le projet, c'est ça. Le projet, c'est ça. Pourquoi je le fais qu'est-ce qu'on va produire, les grandes dates à travers les jalons. Puis on met aussi, il y a un point que j'aime bien aussi, c'est le côté exclusion. Voilà, je précise aussi, et ça fait partie, hein, je fais le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Quand je mets des exclusions, au moins, les choses sont claires et potentiellement, ça va générer une discussion sur ah bon, ça c'est pas prévu. Bah, donc, et voilà, et ben, vaut mieux l'avoir maintenant, la discussion sur ce qui n'est pas prévu. Il y a peut-être un avenant à faire si on est dans une relation contractuelle, mais pas au moment où je vais livrer et où on attend un truc, et sauf qu'on n'en avait jamais parlé. Et puis alors, moi, franchement, je l'ai fait en début de carrière, hein. Le côté, je suis pas sûr qu'il est bien sûr que ce machin-là, c'est pas prévu. Bon, j'en parle pas, et puis j'ai une chance sur deux que ça me tombe dessus derrière. Bon, bah voilà, hein, quand on s'est planté une fois, on sait que bah, c'est maintenant qu'il faut en parler. Donc cette charte projet, alors ceux qui ont fait des formations selon les méthodologies, il y a des gens qui vont parler qui utilisent un autre vocabulaire, hein. Il y en a qui parlent d'exposé de projet. Il y a des entités, ils vont parler de fiche projet, qu'importe. C'est ici, j'ai quelque chose qui m'explique c'est quoi mon projet.
Merci Vincent pour ce partage. Olivier, par quoi vous commencez voilà, quand vous avez un projet à gérer, par quoi vous commencez et de quelle manière? Alors, quand on embarque un projet, ici à la SPL, c'est un petit peu spécifique dans le sens où on a un client exclusif qui est la région et ils se mettent d'accord de façon annuelle sur les missions qu'on va embarquer. Donc, le périmètre est relativement clair, il est établi par une charte, mais de façon générale, dans ce que j'ai fait de par le passé, le premier point, c'est bien recueillir toutes les informations pour définir le périmètre, les données techniques éventuellement. Si on part de production de masse, combien on va devoir produire de pièces, quel est le planning demandé par le client, bien regarder ça. Ensuite, travailler en amont de la réunion de préparation, de la présentation, pardon, en amont, bien préparer un macro-planning. Quelles vont être les grandes phases? Combien de temps je vais prendre pour faire ma validation design, ma production, ma qualification, ce genre de choses. Bien définir les objectifs avec un coût, idéalement. Moi, souvent, quand je faisais de l'acquisition, on avait 3 coûts à donner. C'était le coût de développement, combien de personnes je vais mobiliser pendant combien de temps, combien ça va me coûter. Si je dois faire un produit, combien il va me coûter en termes de matière. Et puis après, quel va être l'outil industriel. Donc, pour pouvoir avoir une base et avoir des indicateurs qu'on va pouvoir suivre tout au long de la vie du projet. Ça, c'est le coût économique. Et après, il faut aussi s'atteler à tout ce qui est intendance. Est-ce qu'on a bien les bons logiciels, si on doit faire de la CAO, si on a des machines spéciales au laboratoire, est-ce qu'on a bien ces machines, est-ce qu'elles sont disponibles? Regardez ça. Et de façon générale, ce qui est extrêmement important, c'est sécuriser les ressources. Moi, j'ai dû travailler avec des équipes projets qui étaient partagées. Ça veut dire que j'avais des homologues qui étaient aussi chefs de projet, mais on travaillait avec le même acheteur, avec la même personne de la qualité. Et puis à un moment, si on met un taux de charge sur chaque personne par rapport au projet, vous vous rendrez compte que souvent on dépasse les 100. Et donc ça va pas passer. Et ça, c'est quelque chose, il faut vous battre, hein, il faut vraiment se battre pour réussir à avoir un engagement de la part des responsables de service sur la disponibilité de personnes dans leur équipe. Donc moi, comme je dis toujours, et je le dis aux chefs de projet quand on lance un projet ici, il faut que chaque directeur s'engage et signe avec son sang la disponibilité de Monsieur X à tant de pourcents tout au long de la vie de votre projet. Si vous n'avez pas de ressources, c'est comme si vous avez une super Formule 1 dans un stand à Spa-Francorchamps, elle est toute bête, puis vous n'avez pas l'essence pour mettre dedans, vous n'allez pas en faire grand-chose, hein. Donc vraiment, c'est le nerf de la guerre, en fait. Ça, il n'y a pas de planning s'il n'y a pas de ressources associées. Mhm. Ce sujet-là il est évidemment crucial. Souvent, quand je vais démarrer un projet et que j'ai cette problématique, hein, si je suis suffisamment en avance de phase, je vais le poser en hypothèse que ma ressource est disponible. Je vais mettre une hypothèse, hein, et voilà, telle ressource, elle est disponible. Et potentiellement, je vais même en faire un risque si je considère que il y a quand même, il est loin d'avoir gravé dans le marbre que j'aurai la ressource disponible. Et ça peut, ce que dit Olivier est crucial, puisque potentiellement, ça peut même complètement changer la façon dont je vais faire mon projet. Potentiellement, j'ai pas ma ressource, je vais peut-être aller la chercher dehors, je vais peut-être aller la chercher en externe, ou il y a peut-être des choses que je voulais faire et que je vais pas faire et je vais acheter un livrable tout prêt. Donc ce point-là, vous avez complètement raison, Olivier, il est super important. Merci pour le partage. Et puis, il y a un point avant, vous parlez dans cette phase de préparatoire du macro-planning, la réunion de lancement. Pareil, hein, ça c'est des erreurs que j'ai faites aussi. Vous avez entendu, il y a beaucoup de gens, ils parlent de macro-planning. Au début, je fais un macro-planning. J'ai pas besoin d'avoir un truc hyper détaillé au début. Je vais le détailler plus tard, peu à peu, dans la phase d'initialisation, je vais le détailler, puis je vais le détailler sur les premières étapes. Alors évidemment, quand c'est possible, hein, avant, dans l'exemple que vous donniez, Olivier, quand on a une date ferme, on va être plus dans du classique waterfall où il va falloir rentrer dans tous les détails, mais ça n'empêche pas de commencer par quelque chose d'assez macro qu'on va ensuite détailler. Macro, ça ne veut pas dire pas précis, hein, ça veut dire juste on ne détaille pas forcément, on aura le temps pour détailler. Et ça, il n'y a pas besoin de faire du Scrum pour être agile, hein. Ça, c'est de l'agilité.
C'est de l'agilité naturelle quand on fait de la gestion de planning. Inutile de planifier en détail tout au démarrage. Merci pour ces conseils que vous avez partagés avec nous. Il y a un point qui est très important dans le démarrage d'un projet, c'est la réunion de lancement. Et donc on va faire un petit focus dans cette dernière partie de ce webinaire sur la réunion de lancement. La réunion de lancement, déjà cette réunion de lancement, elle est cruciale en termes de communication. C'est la réunion où on va expliquer le projet avec l'importance d'avoir les bonnes personnes présentes, l'importance de bien la préparer et de l'importance de la faire aussi. Parce qu'une réunion de lancement, ça ne veut pas dire 2 heures autour d'une table. Hein, une réunion de lancement, ça peut être court, ça peut potentiellement être fait en distanciel, même si je déconseille, mais cette réunion de lancement, elle a énormément de vertus. Et c'est ça qu'on va partager ensemble dans cette dernière partie. C'est le rôle de cette réunion de lancement. Donc, en mauvais français, certains parlent aussi de kick-off meeting. On va commencer avec Jérémy. Jérémy, c'est quoi votre feedback là, sur cette réunion de lancement? Ouais, okay. Effectivement, hein, c'est un moment très très important dans le projet, cette réunion de lancement, puisque c'est un des seuls moments où on aura finalement tous les acteurs et toutes les parties prenantes réunis dans une même pièce sur un même sujet. Et c'est vrai que ces moments-là sont plutôt rares dans le déroulé du projet, puisqu'après on va morceler en comité de projet, en comité de pilotage, et on n'aura plus trop de moments où en fait on aura tous ces interlocuteurs au même endroit. Moi, je vois trois points essentiels à la réunion de lancement, hein. Donc, le premier, c'est en fait un engagement officiel. On va communiquer publiquement sur un peu ce qu'on aura mis dans la charte projet, c'est-à-dire les objectifs, le périmètre, le calendrier de mise en œuvre, les acteurs, etc., etc. Et en fait, l'équipe projet en entier, le chef de projet, tous les acteurs vont s'engager devant tout le monde, devant les sponsors, devant le sponsor, devant toute l'équipe, hein, devant toutes les parties prenantes, vont s'engager sur le projet. Donc c'est important. Ça transforme en quelque sorte les intentions en obligations partagées, en fait, en quelque sorte. Le deuxième point, c'est qu'on va lever les malentendus. Donc, généralement, avant les réunions de lancement, ce que je fais, c'est d'aller voir les acteurs principaux du projet sur des conversations bilatérales. Donc, quelque part, on échange d'abord sur le projet, hein. On essaye de régler, enfin, vraiment de préparer cette réunion avec un maximum de personnes. Mais pendant la réunion, on va quand même confronter les interprétations et puis les petits points à synchroniser. Et on va également construire une compréhension commune du projet et des livrables. Et le troisième point sur cette réunion de lancement que je vois, c'est que c'est un espace de discussion et d'échange. C'est pas le chef de projet qui va forcément dérouler tous ces slides. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une interaction avec les personnes. Il faut que les questions se posent, il faut que chacun puisse participer, indiquer les risques, indiquer les problèmes potentiels qu'ils peuvent voir sur le projet. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même bien préparer la réunion avant, mais je veux dire que cette réunion doit être quand même un point d'échange. Merci Jérémy. Voilà. Olivier, je sais que vous aviez une expression aussi pour sur cette réunion de lancement. Alors là, je ne sais plus ce que je vous avais dit. Ah, moi, j'avais noté la pièce de théâtre.
Ah oui, merci pour le reminder. Oui, en fait, effectivement, comme beaucoup de choses, vous allez voir, tout se négocie dans les coulisses, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien échanger avec les personnes, il faut bien être sûr de ce qu'on va dire, en gros. Et après, la réunion de lancement, c'est simplement l'officialisation de tous ces points qui ont été vus en amont. On n'est pas là pour discuter le bout de gras, parce que sinon, votre réunion, elle va pas durer 1 heure, elle va durer 3 jours, et vous serez pas arrivé au bout de 3 jours. Et aussi, ce qu'il faut absolument éviter, c'est le consensus mou. J'ai appris récemment cette expression. Tout le monde doit réellement être convaincu de l'intérêt du projet, parce que si jamais vous embarquez pas des gens qui sont motivés, ça le fera pas. Et s'ils sont tous plus ou moins d'accord, posez-vous des questions au bout d'1 an ou 2 ans, parce qu'un projet, ça peut être long. Quelles sont réellement la motivation des personnes? Est-ce qu'ils sont toujours avec vous? Est-ce qu'ils sont pas perdus en route? Parce que si vous en perdez en chemin, bah, vous n'arriverez pas au bout, évidemment. J'aime bien l'expression du consensus mou. Euh, Vincent, la réunion de lancement? Oui, bah, comme j'ai déjà pu le dire, la réunion de lancement, effectivement, en tout cas pour moi, c'est vraiment l'occasion de réunir toutes les parties prenantes et de rebalayer le sujet. On réexplique clairement. Donc moi, c'est vrai que je me base vraiment sur la charte projet Goutti. Je reprends tous les éléments. Alors, c'est vrai que c'est un petit moment de lecture. Je l'ai fait assez scolaire, où je relis le contexte, je relis les attentes, je redéfinis les objectifs et à chaque fois, on valide. Je demande la validation du client, la validation côté Actions. Est-ce qu'on est bon de chaque côté? Oui, 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 oui. Et il y a toujours un petit moment, un échange technique avec les ingénieurs qui sont là pour valider deux, trois petits points. Mais c'est pas une réunion technique. Attention, cette réunion de Ouais. lancement, c'est vraiment le démarrage officiel du projet. Les réunions techniques viendront bien plus tard. S'il y a besoin d'ajuster deux, trois petites choses, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le lieu de faire ça. Faut rester vigilant, pas transformer le lancement en point d'échange technique où on repense tout le projet parce qu'on a loupé quelque chose. C'est pas le lieu, c'est pas le moment. L'objectif, c'est vraiment de se mettre d'accord sur les objectifs, objectif, sur ce qu'on attend de chacun. Et bah, si ça ne passe pas, si on n'est pas d'accord, on ajourne, on en reparle et on refait un deuxième lancement au propre quand tout le monde se sera mis d'accord sur ce qui était vraiment attendu. C'est vraiment le moment privilégié pour partir proprement, que chacun comprenne ce qu'il doit faire et vers où on doit aller tous ensemble. J'allais dire, il y a un consensus sur Ouais, l'objectif tout à fait. de cette réunion dans tous les gens qui sont là. Par rapport à ce que vous dites, Vincent, en plus, moi, ce que je dis souvent, c'est que vous voyez, tout ce que vous avez dit, quand on arrive en réunion de lancement, ce travail, de toute façon, préparatoire, la charte projet, il est fait. Donc Ouais. déjà, en termes de préparation de cette réunion, c'est assez rapide parce qu'on a déjà fait le gros du boulot. Et c'est en ça, vous parlez d'exercice un peu de lecture, mais voilà, c'est ça. Je vais présenter ces points-là, ça va être assez cadré. De façon plus générale, je me permets limite un petit hors-sujet par rapport à ce que vous avez dit, Vincent, en disant c'est pas une réunion technique, ça c'est super important ce que vous dites là, parce que après les réunions de lancement, il y a les comités de pilotage. Dire quand on est dans ces types de réunions, le chef de projet, il est chef de projet. Il a peut-être une autre casquette, il a peut-être un autre rôle, peut-être qu'il a aussi des capacités techniques, mais c'est pas le sujet. Il faut pas avoir peur à un moment donné, parce qu'on voilà, on a tous été face à ça, à un moment donné, des questions un peu hors sujet. Voilà, on rentre dans des points techniques. J'ai souvent vu des chefs de projet qui étaient un peu mal à l'aise avec ça. C'est pas un problème de dire ça, on en parle à un autre moment. Ça, on en parlera dans une autre réunion. Et c'est pas du tout mal pris. Et tout le monde est content de finir une réunion à l'heure. Donc c'est aussi un argument pour tenir l'objectif de la réunion. Juste avant de passer aux questions-réponses, là où Chloé va nous dire les questions éventuelles que vous avez pu nous poser pendant cette session, très très vite, juste parce que c'est des points qu'on me demande régulièrement. Alors, si vraiment ça vous intéresse, on a même fait une vidéo sur le sujet qui est disponible sur la chaîne YouTube de Goutti et même peut-être la page LinkedIn de CG Project Management. Mais c'est quoi un peu l'ordre du jour, quoi? L'ordre du jour de cette réunion de lancement? Euh, Moi, ce que je propose souvent, alors je ne vais pas être très original, ça va beaucoup on va le retrouver dans la charte, c'est je commence par
les objectifs, le périmètre du projet, les principaux livrables. On n'est pas obligé de sortir une liste de 50 livrables, hein, on met les principaux livrables. L'organisation, on rejoint le point d'Olivier, hein, les ressources, quoi. L'organisation, c'est les ressources de qui on a besoin. Évidemment, une vue macro-planning, pas le planning détaillé de 200 lignes, une vue macro-planning, les jalons principaux. Moi, j'aime bien mettre un petit point fonctionnel. Voilà, le projet, il a un objectif derrière, il y a forcément du fonctionnel, donc peut-être un petit rappel fonctionnel. Le sujet hypothèse et contraintes, parce que dans la réunion de lancement, on en a forcément encore des hypothèses et contraintes, donc c'est une façon aussi d'appuyer ce point-là. Potentiellement, mais là, ça va être un peu en fonction du projet, si c'est client interne, externe, point financier, c'est un point de charge comme en parlait Vincent. Et puis, les risques, parce qu'avant la réunion de lancement, normalement, on a fait une revue des risques. Donc, les principaux risques, points d'attention, des sujets dont on a peut-être parlé déjà pendant la réunion, mais vu qu'on est à la fin là, voilà, les risques, points d'attention. Et puis, on finit juste pour dire, bon, bah voilà, next step, les prochaines choses qu'on va faire avant qu'on se revoie en comité de pilotage, c'est ça. Et ça marche plutôt pas mal, cet ordre du jour pour bien lancer les choses. Alors, je ne sais pas si j'ai dit des bêtises, vous me dites, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Non, a priori, personne n'a réagi, donc je n'ai pas dit de bêtises. Chloé, est-ce que nous avons des questions qui nous ont été adressées, même si je trouve que tout a été très clair et très précis, mais il y a peut-être quelques questions qui ont été posées pendant cette réunion. Alors oui, effectivement, tout était très clair, très précis. Merci encore à vous tous. Alors, on a eu des questions. Par contre, c'est des questions qui concernent Gouti. Donc là, je leur ai envoyé directement. N'hésitez pas, hein, à nous contacter si vous avez des questions de l'ordre de Gouti directement par mail. Je vous ai mis l'adresse de contact dans le chat. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Très bien. Alors, voilà, c'est que sans doute tout était clair. Et moi, j'ai peut-être juste une question pour vous. En termes de proportion, cette phase de préparation, de cadrage par rapport à la durée de vie d'un projet, combien de temps vous la, comment dire, que vous la jaugez voilà, Oui, je sais ok, pas, en termes de timing, poids, ouais, de ce que c'est ça. ça représente, ouais, c'est intéressant. Est-ce que Exactement. quelqu'un veut répondre? Bien, peut-être Ouais. juste un point. Ouais, en fait, ça va énormément dépendre de la précision de l'expression de besoin. Le temps qu'ils vont mettre à définir le besoin, etc., va souvent. On peut avoir des préparations, des avant-projets qui peuvent durer. Nous, on en a des fois qui durent pas loin d'un an avant que ça se lance pour des projets qui finalement vont pas être très longs derrière. Et des fois, on a des choses qui sont limpides, le besoin, il est très vite connu et on arrive à se lancer très vite. Bien sûr, si on a les ressources, le budget, l'accord du CODIR. Mais voilà, et ça va être très, très fluctuant. Nous, parce qu'on est vraiment métier, je pense que quand on a des clients finaux, ça doit être totalement différent. Mais comme nous, c'est les métiers, s'ils savent ce qu'ils veulent, ça peut aller vite. S'ils ne savent pas et que c'est à nous d'aller vraiment chercher ce dont ils ont besoin, ça peut prendre du temps. Alors moi, Vincent, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais. Pardon. Côté client, je dirais c'est grosse maille aux alentours d'une demi-journée de boulot sur la préparation et la réalisation et compte rendu derrière. J'ai la récupération d'informations, donc en fonction de qui je travaille, le dossier plus ou moins prêt. Donc la compilation des informations, la planification des ressources, ça, Olivier en a parlé, c'est un sacré challenge. Donc il y a quand même un beau travail de pré-planning, planning prévisionnel. On essaie quand même de constituer quelque chose. On a la partie découpage des tâches avec les ingés. Donc là, c'est un petit moment privilégié avec les personnes qui sont sélectionnées pour ce sujet-là, voir comment... C'est juste moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout bon? Alors, il y a on a une une petite coupure. Ah. Mais a priori, c'est bon. Ok. Je pense que c'est Donc, juste chez nous. En fonction de la personne qui est sélectionnée, comment est-ce qu'elle voit l'approche du projet. Donc, on
voilà, on détaille ça. Donc oui, c'est à peu près, plus après la réalisation avec le client, c'est une demi-journée, voire un petit peu plus dans le sujet, mais autour d'une demi-journée à peu près. Moi, je donnerais un feedback non pas sur une charge dans le sens où finalement, là, effectivement, par rapport à Vincent, qui a une vision très pragmatique par rapport à Oui. ces projets, c'est super intéressant d'avoir cette estimation de charge. Moi, je serais plus sur enfin, c'est pas que j'apporte un complément, dans le sens où, évidemment, en fonction de la taille du projet, la charge évolue en conséquence, mais que c'est une charge significative. C'est-à-dire que c'est un vrai travail de faire cette préparation, ce démarrage. Et si je ne le fais pas au début, parce qu'au début, j'ai le temps de le faire, je suis en train de démarrer mon projet. Donc, je n'ai pas des équipes qui sont en train de produire des livrables qui se livrent, des recettes à faire. Il n'y a pas tout ça encore. Donc, je suis en train de le préparer mon projet. J'ai du temps, ça me prend du temps. Si je ne l'ai pas fait ou si je ne l'ai pas fait suffisamment, une fois que je serai dans le déroulé, la réalisation de mon projet, ça va être chaud parce que là, je serais déjà très occupé par ça et j'aurai plus la charge dispo pour faire cette partie-là. Donc, c'est aussi un moment où je peux y consacrer du temps et après, alors, je ne parle même pas de tout ce qu'on a dit sur le fait que si ça n'a pas été fait, c'est compliqué. Mais après, en plus, je vais vraiment avoir un problème de bande passante. Donc, cette phase de préparation, effectivement, c'est une charge significative, mais vous la paierez le double si vous ne l'avez pas fait au début, avec notamment tous les problèmes dont on a parlé. Écoutez, moi, ce que je vous propose, il nous reste 5 minutes, le timing est parfait. Je vous propose tout simplement de faire un dernier petit tour de table avec le petit mot de conclusion par rapport à cet échange. On commence par Jérémy. Non, mais je vais rester assez synthétique, hein. Je dirais juste que pour bien démarrer un projet, il faut prendre du temps. C'est jamais du temps perdu, hein. C'est toujours du temps qu'on va économiser après, en fait. Et je dirais que c'est le meilleur investissement de toute la vie du projet, quoi. Je partage à 200%. Olivier. Moi, je dirais deux choses. Éviter le consensus mou sur l'engagement des personnes et sécuriser les ressources. Absolument. Merci, Olivier. Vincent. Ouais, de notre côté, nous, il y a l'élan impulsé par le commercial qui vend son affaire. Donc, ce qu'on disait juste avant, c'est le travail de préparation qui va en fait à ce niveau-là. Et vraiment, chez Axience, le réunion de lancement, ça va être le tremplin. Donc, c'est vraiment le moment où on se jette dans le projet, où on y va. C'est vraiment le moment décisif. Donc, ouais, c'est vraiment le début, là où tout commence. Gros boulot de préparation avant, mais par contre, il y a encore beaucoup de travail qui nous attend derrière. Merci, Alexandra. Oui, du coup, tout ça, c'est tellement vrai. Oui, je donnerai les mots peut-être d'organisation, avoir une bonne organisation, avoir une méthode en amont connue, reconnue. Et je pense que c'est important aussi le côté reconnu, c'est-à-dire que le CODIR doit le porter, les instances décisionnelles, les instances importantes qui ont du poids doivent le porter. Un bon cadrage, le meilleur cadrage possible et être le plus clair possible aussi. Voilà. Pas se mettre de frein, démarrer quand même si on sait qu'on n'est pas à 100% cadré, mais voilà, s'en approcher le plus possible. Ouais, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir partagé avec vous pendant cette heure. J'espère qu'on aura pu donner des idées, aider pour toutes les personnes qui ont participé. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. On a déjà des premiers feedbacks très, très positifs pour d'autres échanges similaires. Il est midi en France, donc je vous souhaite un bon appétit à tous et à bientôt. Au revoir, messieurs, dames. Oui. À bientôt. Bon Au revoir. appétit et bonne journée. Au revoir.